Après 2 années fastes, les exportations d'armements français ont connu une année 2017 plus compliquée, en cause l'élection présidentielle et une concurrence de plus en plus forte. Les cahiers de vacances cauchemar des écoliers, alors que les congés estivaux sont propices au repos, les célèbres cahiers viennent pourrir les grandes vacances des enfants au plus grand bonheur des éditeurs. Madame, monsieur, bonsoir. Une chute pour mieux rebondir. Alors que les exportations d'armements français se portaient très bien, l'année 2017 a été plus compliquée, mais le ministre des Armées, Florence Parly, l'assure, les ventes devraient repartir à la hausse cette année. Les exportations françaises d'armement touchées mais pas coulées. Après 2 années fastes en 2015 et 2016, les ventes ont reculé de moitié en 2017 à 6,9 milliards d'euros. Les esprits malicieux pourraient même y voir une chute concomitante avec celle de l'État islamique. Si le bilan de l'année dernière est loin d'atteindre des records, le ministre des Armées se veut néanmoins rassurant. En effet, dans son rapport, Florence Parly évoque notamment l'attentisme provoqué l'an dernier par l'élection présidentielle française, ainsi que le ralentissement économique qui a touché la plupart des pays producteurs de pétrole et entraîné le report de certains projets d'acquisition de systèmes d'armement. Il faut dire que ces pays représentent la majorité des exportations. En effet, près de 60% sont réalisés à destination des pays du Proche et Moyen-Orient, le Qatar et l'Inde étant les meilleurs clients de la France dans ce domaine. De surcroît, le ministre des Armées pointe également du doigt une concurrence de plus en plus accrue. En 2017, les États-Unis, l'Union européenne, la Russie et Israël se sont partagés 90% du marché international d'armement, une concurrence à laquelle la France tente de répondre avec ses propres atouts. S'il est difficile d'entamer une guerre des prix, Florence Parly compte s'appuyer sur l'avancée technologique. À cet effet, le ministère des Armées investit chaque année pour l'innovation technologique et les programmes d'armement futurs, des programmes soumis à des réglementations de plus en plus strictes. En effet, la France est membre de tous les instruments internationaux de désarmement et de maîtrise des armements conventionnels. Et pourtant, 2018 pourrait être une bien meilleure année pour les exportations françaises d'armement. En effet, elles devraient atteindre au moins 10 milliards d'euros cette année. Plusieurs grands contrats ont été signés en 2017 mais n'ont été mis en vigueur qu'en 2018. C'est le cas des 12 Rafales de Dassault Aviation ainsi que du contrat d'Arcus, ex-Renault Truck Défense, au Koweït portant sur la fourniture de 300 véhicules blindés Sherpa. L'été, les plages et les cahiers de vacances. Alors que les bambins raffolent des grandes vacances scolaires, certains parents et établissements imposent cette corvée à leurs enfants et le business est pour le moins juteux. L'école accompagne les enfants même pendant les grandes vacances scolaires. Alors que cette période de l'année est souvent synonyme de château de sable sur la plage, certains parents et établissements ne l'entendent pas de cette oreille et l'école revient vite sur le coin de la table avec les fameux cahiers de vacances. Ainsi, calculs, lecture et lignes d'écriture accompagnent les vacances tout au long de la scolarité. Si les parents ont souvent été à l'initiative de cette démarche, de plus en plus d'établissements s'y mettent. En effet, des écoles souvent privées exigent une montagne de devoirs pendant les congés estivaux et les professeurs sont très pointus à ce sujet. Des devoirs complémentaires qui ne résorbent aucunement le déficit culturel des élèves à l'issue de leur scolarité. Cahiers siglés cours Legendre, devoirs du CNED, le Centre national de l'enseignement à distance, tout est bon pour faire dépenser les parents, égard à la désobéissance. En effet, ces règles sont souvent les conditions sine qua non pour valider un passage en classe supérieure. Les factures peuvent très facilement atteindre la centaines d'euros. Ainsi, le secteur des cahiers de vacances se porte très bien. En 2017, 4,5 millions d'exemplaires ont été vendus contre 4,2 en 2014. Des ventes qui auraient rapporté 25 millions d'euros aux différents éditeurs que sont Hachette, Nathan, Hatier, Magnard et Bordas. Si le recours aux cahiers de vacances est une spécificité française, son utilité n'est pas démontrée. Une seule chose est sûre, ces ouvrages ont gâché et gâcheront les vacances de plusieurs générations de petites têtes blondes. Et alors que les vagues de chaleur frappent la France, faisant redécouvrir à certains qu'il fait chaud en été, une petite pause fraîcheur avec un détour par le Lesotho. Ce pays d'Afrique se rêve en effet comme une destination alternative de sport d'hiver. Non, ce n'est pas une petite station des Alpes à la mi-saison. Nous sommes ici au sommet des montagnes du Lesotho. À 3222 mètres d'altitude se trouve Afriski, la principale station de ski d'Afrique subsaharienne. Un tout petit domaine skiable très isolé qui attire touristes et jeunes sportifs en quête de rêves olympiques.
Nos clients européens et américains qui descendent ici, ils viennent généralement parce que c'est une destination unique. Ils ne viennent pas ici parce que c'est 1 kilomètre de ski, ils ne viennent pas ici parce qu'ils s'attendent à des montagnes massives, ils viennent ici parce qu'ils se disent « c'est génial, du ski en Afrique ». Cette bande blanche d'1 kilomètre constitue la principale piste d'afri-ski, idéale pour les débutants, mais pas que. Connor Wilson est un skieur professionnel sud-africain. Il a participé aux Jeux Olympiques de 2018 à Pyeongchang, en Corée du Sud. Il s'entraîne ici quelques semaines chaque année. Afri-ski m'a été d'une grande aide dans mon entraînement. Je ne pense pas que je serais allé aux Jeux Olympiques d'hiver sans eux. Bien sûr, en Afrique du Sud, nos stations ne sont pas aussi grandes que celles à l'étranger. Mais tenant compte du fait que nous sommes en Afrique, je pense qu'ils ont fait un travail extraordinaire. Pour une journée sur les pistes, il faut compter 50 € par adulte, forfait et équipement compris. Un luxe inaccessible pour les habitants de Lesotho, où le salaire moyen est d'un peu plus de 90 € par mois. Tabang Moubari, lui, est un privilégié. Ce jeune garçon skie ici depuis l'âge de 3 ans, grâce à son père, Ernest, employé de la station. Je rêve qu'un jour il puisse être comme Connor Wilson, car il s'entraîne parfois avec lui. Il lui apprend à skier très bien. Alors peut-être qu'un jour il deviendra un grand champion de ski. Mais quelles que soient les traces que Tabang suivra, tous ici rêvent d'une participation du Lesotho aux Jeux Olympiques d'hiver. Une très belle destination. Et à présent, on passe à l'actualité en bref avec Olivier Frère-Jacques. Coup de chaud au pays du soleil levant, une canicule qui s'est abattue sur le Japon a tué 80 personnes et conduit quelques 35 000 autres à l'hôpital en 3 semaines. La majorité des décès concernent des personnes âgées, mais des enfants figurent également parmi les victimes. Il s'agit d'une vague de chaleur sans précédent au Japon, les températures ayant largement dépassé les 35 degrés. Face à la catastrophe, le gouvernement va subventionner l'installation de climatiseurs dans les écoles, collèges et lycées à partir de l'été prochain. Supergirl ou Superboy, telle est la question. L'actrice transgenre Nicole Maines devrait rejoindre le casting de la série Supergirl pour interpréter le rôle de Dreamer, la première super-héroïne trans de la télévision. Âgée de 21 ans, l'actrice est notamment connue pour son activisme pour le lobby LGBT. Après avoir lutté pendant des années pour éviter d'être récupérée par la banlieue, Lacoste choisit finalement de s'offrir à la culture banlieue. L'heureux élu Moa Lasquale, ce dernier va d'ailleurs créer 3 ensembles chez Lacoste, longtemps très apprécié des blédards pour ses joggings jaunes fluo, ses casquettes, ses bananes, mais aussi ses tenues plus classiques. La marque Au Croco justifie sa démarche comme un signe d'intégration transculturelle et transgénérationnelle. Surtout, un moyen de s'approprier un pan culturel étiqueté rebelle et largement récupéré aujourd'hui par les bobos et le marketing. Tour de France compliqué pour Christopher Froome. Après avoir essuyé insultes et coups, le coureur quadruple vainqueur de la Grande Boucle a été chahuté par un gendarme lors de la 17e étape qui reliait Bagnères de Luchon à Saint-Lary-Soulan. Alors que son maillot était masqué par un impair, Christopher Froome a été pris pour un amateur qui profitait de la route barrée pour faire quelques tours de roue. Le gendarme l'a alors plaqué au sol. Le Britannique soupçonné de dopage ne gardera certainement pas un bon souvenir de cette édition 2018. La dune du Pilat perd de sa grandeur. Selon les dernières mesures publiées mercredi par l'Observatoire de la Côte d'Aquitaine, la plus haute dune d'Europe culmine à 106,6 mètres, soit 3,9 mètres de moins qu'en 2017. Cette nouvelle altitude est la plus basse enregistrée depuis une dizaine d'années, un phénomène dû à l'exposition au vent. Malgré cela, la dune du Pilat attire chaque année près de 2 millions de touristes. De l'eau sur Mars, selon des chercheurs italiens, une étendue d'eau liquide stable se trouverait sous une épaisse couche de glace du pôle sud de la planète rouge. La découverte doit encore être confirmée, mais il pourrait s'agir d'une grande première. En 2015, la NASA était persuadée d'avoir trouvé des traces de coulées d'eau liquide sur Mars, mais des recherches approfondies avaient infirmé l'hypothèse. C'est bientôt la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour, l'auteur Jean Raspail, 93 ans, répond chez lui à Anne Brassier. Merci, cher Jean Raspail, d'accueillir les téléspectateurs de TV Liberté et nous présenter cette réédition d'un livre très ancien, Terre sainte et profane, publié chez Via Romana.
avec une belle préface de Jean-Pierre Péroncel-Hugoz. Et tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. À l'occasion de la Coupe du Monde, chacun s'est extasié sur le ciment formidable que constituait la victoire d'une équipe nationale. Je rajoute donc rien à ce thème, mais je me permets d'élargir un peu le champ, si vous le permettez, en montrant à quel point le football et le sport en général sont devenus le plus petit dénominateur commun dans une nation où la plupart des groupes sociaux n'ont plus rien d'autre en commun, justement, que le Parc des Princes, Roland-Garros, à la rigueur la Formule 1. Et pour l'illustrer, j'aimerais vous citer, comme d'habitude, un cas précis qui est celui d'une famille de grands bourgeois parisiens qui possède une maison dans le voisinage de Campagnol et dont j'ai vu grandir les enfants. Il y a 3 garçons que j'ai vus réussir à leurs examens, 2 qui sont entrés à HEC, le 3e qui a fait médecine, et quand ils se retrouvent au bord de la piscine, ici, ou quand on les voit à Paris avec leurs amis, vous savez, dans cette demi-heure qui précède le dîner où ils s'en vont au cinéma ou en boîte, eh bien, ils ne parlent que de foot avec leurs amis. Alors vous allez me dire, c'est pas méchant, j'ai jamais dit que c'était méchant, je dis que c'est symptomatique. Vous avez là des garçons qui ont été élevés dans une profusion d'albums sur les églises romanes, de références culturelles à l'opéra, à la culture italienne de la Renaissance, des garçons qui passent des week-ends en Toscane, qui vont voir des comédies musicales à New York, et qui, pour se dédouaner, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, pour faire semblant, pour avoir de meilleures relations avec leurs subalternes quand ils sont en stage quelque part, ou quand ils travaillent dans un cabinet d'analyse financière, eh bien, ils lisent L'Équipe, en la laissant bien en évidence. Il parle d'Hamilton et du Grand Prix d'Allemagne aux chauffeurs de taxi maghrébins. Il parle de Roland Garros aux jeunes de 17 ans. Il parle de Kylian Mbappé aux livreurs de la Fontaine à eau face à l'ascenseur. Cette société, la nôtre, doit absolument essayer ainsi d'asseoir l'idée qu'elle n'a plus rien de hiérarchique, de ségrégationniste, alors qu'en fait, elle l'est énormément. Donc on assiste depuis plusieurs années, sous l'influence américaine, à un rabaissement des références afin qu'elles restent communes à des gens de plus en plus disparates, de plus en plus venus d'ailleurs, d'un milieu de moins en moins cultivé, ce qui donne finalement ces conversations surréalistes où des gens extrêmement pointus dans l'analyse financière, qui gagnent donc 20 000 euros par mois, s'intéressent au balayeur de l'étage en lui demandant « Et toi, tu le vois comment, le score de samedi face à la Russie ?» Ou bien « Tu trouves que Messi a bien joué ou qu'il a fait n'importe quoi ?» Alors j'ai pas besoin de vous rappeler que c'est exactement l'attitude qu'adopte Macron à chacun de ses déplacements, mais pas seulement lui, tout le monde politique. Pas un seul de tous ces gens n'aurait le courage de dire « Moi, vous savez, le foot, je détestais déjà ça au lycée, alors depuis que je suis libre de faire autre chose, je préfère le piano, les livres d'architecture, le vol à voile, etc. » Et dans les circonstances présentes, le fait qu'il y ait autour du président de la République une poignée de jeunes gens dont le foot est la deuxième langue, le français n'étant pas nécessairement la première, ce fait vient de frapper l'opinion à propos de l'affaire que vous savez. Emmanuel Macron a visiblement compris qu'il fallait se concilier les foules immigrées qui n'ont que le foot, la bagnole et les séries de Netflix en tête. Du coup, il promène une poignée de ces types-là autour de lui pour adresser un message assez clair aux autres. Mais manque de chance, la France qu'il juge, lui, résiduelle, celle qui demande des comptes, est en train de se rebiffer en rappelant qu'elle représente encore 80% de la population. Ce que je veux prouver, rien, ou plutôt si, je veux montrer que les limites morales de la démocratie sont atteintes. Il y a eu toute une période où les élites essayaient d'élever les gens autour d'elles en leur donnant de plus en plus de pouvoir. Et bien désormais, c'est le contraire. Les élites essaient de parler peuple, de faire peuple, pour être bien vues par la plèbe qui a de moins en moins de pouvoir, elle. Et quand la plèbe est immigrée, quand elle n'a rien adopté vraiment de sa culture d'adoption, on remplace Victor Hugo par la culture foot. Et les gens de HEC et de Sciences Po et les jeunes énarques s'abonnent à l'IB ou à l'Équipe, surtout à l'Équipe, tout ça pour acheter la patience de nouveaux citoyens qui n'en sont pas, qui sont juste de la main-d'œuvre et des consommateurs, souvent arrivés de la veille. Si vous voulez faire passer ce sujet à vos amis, on le retrouve sur YouTube en tapant Campagnol TVL. Merci.